8 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire basculer l'Europe dans une tempête diplomatique sans précédent entre Madrid et Paris. Un choc d'une intensité qu'on n'avait pas vu depuis le scandale du Rainbow Warrior. À peine son plaidoyer terminé, Pedro Sánchez, le regard chargé de cette fameuse vertu indignée qu'il manie si bien, pensait avoir magistralement dénoncé le double jeu de la France en matière d'immigration, fermeture des frontières, trahison, des principes européens, le tout asséné devant un parterre de dirigeants médusés à Bruxelles. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que le cornu, calme et glacial, allait se lever. Et là, silence. En quelques mots, il a glacé l'Assemblée espagnole. Ce n'était pas un banal débat sur les migrants, c'était l'instant précis où un quadra français posé mais implacable venait d'enterrer les sermons moralisateurs venus d'Espagne. Un changement d'air, brutal, irrévocable. Pour mesurer le choc tectonique qui allait ébranler toute l'Union européenne, il faut revenir 1 mois et demi en arrière à un moment où le vieux continent tanguait sous l'une des pires vagues migratoires de mémoire récente. Les données étaient sans appel depuis le 1er janvier 2025. 3 400 personnes avaient franchi les frontières de l'Europe sans autorisation, une flambée de 67% comparée à l'année précédente. Et au cœur de cette tourmente, l'Espagne. Avec ses 8000 km de littoral caressé par la Méditerranée et sa position stratégique en face de l'Afrique, elle était devenue l'entrée principale, le seuil oublié de la forteresse européenne. Mais la crise ne se lisait pas seulement dans les tableaux Excel des ministères, elle se vivait dans les regards inquiets des habitants de Madrid, dans les conversations tendues à Valence, dans les colères sourdes de Barcelone. Le pays semblait coupé en deux, 45% des Espagnols tenaient bon derrière la politique humanitaire de Sánchez, tandis que 55% exigeaient un virage sécuritaire net et sans détour. Un climat lourd, presque électrique. Cela rappelait 2015 bien sûr, quand l'Europe avait vacillé sous la pression migratoire. Sauf qu'ici, l'œil du cyclone s'était déplacé. Cette fois, l'Espagne n'était plus simple observatrice. Elle était devenue, malgré elle, le sas chaotique d'un continent occupé à détourner le regard. Dans les salons feutrés du palais de la Moncloa, l'air était devenu irrespirable. Pedro Sánchez, à peine sauvé par les urnes en 2023, se retrouvait maintenant piégé dans la plus explosive des tempêtes politiques de son mandat. L'opinion publique, en chute libre, selon les derniers sondages, près de 8 Espagnols sur 10, estimait que son gouvernement avait totalement perdu la main sur la question migratoire. Pendant ce temps-là, les écrans de télévision diffusaient en boucle des images insoutenables en provenance des Canaries, des dizaines de milliers de personnes entassées dans des structures prévues pour une poignée de milliers à peine. Mais la crise n'était pas qu'humanitaire. Sous la surface, une vérité bien plus sombre commençait à émerger. Et Madrid faisait tout pour l'étouffer. Les services de renseignement espagnols avaient tiré la sonnette d'alarme des mafias bien rodées, opérant principalement depuis l'Afrique du Nord, et l'Afrique subsaharienne avait repris le contrôle des routes migratoires. L'Espagne était en train de devenir, sans l'avoir voulu, le hub logistique du trafic humain européen. Et ces groupes criminels n'avaient rien de bricoleurs amateurs, leurs méthodes étaient si élaborées qu'elles auraient fait pâlir certaines multinationales. En octobre 2025, un rapport classé secret du Centre national d'intelligence atterrit sur le bureau de Pedro Sánchez. Un document froid chirurgical qui dressait le portrait effrayant d'une immigration clandestine devenue une véritable industrie. Selon les analystes du CNI, les passeurs n'étaient plus ces aventuriers de fortune des années précédentes. Ils opéraient désormais avec une efficacité quasi militaire. Leurs embarcations semi-rigides propulsées par des moteurs de 250 chevaux pouvaient emporter jusqu'à 80 personnes et relier les plages marocaines aux côtes espagnoles en moins de 6 heures, un aller simple vers l'Eldorado européen. Mais le plus alarmant, c'était ce qui se passait une fois sur la terre ibérique. Ces réseaux bien structurés et financés avaient implanté des zones de transit dans plusieurs villes du sud, Almeria, Murcie, Alicante, autant de points logistiques où les migrants étaient parqués cachés puis redirigés vers d'autres pays européens. L'Espagne, sans même s'en rendre compte, était devenue la plaque tournante d'un trafic humain organisé comme une entreprise multinationale de l'ombre. Monsieur le Président,
le ton du général José Emmanuel Santiago, patron du renseignement espagnol, claqua dans le silence de la salle sécurisée de la Moncloa comme une mise en garde. Ce jour-là, lors d'un briefing classé défense, il ne mâcha pas ces mots. Les réseaux migratoires que nous observons ne relèvent plus de l'improvisation. On parle ici d'un système ultra professionnalisé. Ces filières génèrent aujourd'hui plus de 400 millions d'euros par an. Et pour garantir leur fluidité, elles achètent tout sur leur passage fonctionnaire portuaire douanier jusqu'à certains élus municipaux. Ce que le général révélait n'était pas seulement alarmant, c'était explosif. Un aveu brutal, l'État espagnol était gangrené de l'intérieur par une corruption systémique orchestrée par les mafias migratoires. Un secret si lourd que le rendre public reviendrait à déclencher une bombe politique. Car admettre cette vérité, c'était reconnaître l'impensable. L'Espagne n'était plus seulement un point de passage contraint par la géographie. Elle faisait, sans le vouloir peut-être, partie intégrante d'un engrenage criminel à l'échelle continentale. Ce qui glaçait le sang dans le rapport du CNI, ce n'étaient pas les chiffres bruts, c'était leur signification. Près de 7 migrants sur 10 foulant le sol espagnol n'avaient pas la moindre intention d'y poser leurs valises. Pour eux, l'Espagne n'était qu'une salle d'attente à ciel ouvert, une zone tampon, avant de filer vers le vrai but, France-Allemagne, pays nordiques, là où l'accueil est plus solide et les opportunités de travail plus tangibles. En clair, les migrants eux-mêmes détournaient la générosité espagnole à leur avantage. Une gifle retentissante pour la doctrine humaniste de Pedro Sánchez, qui croyait encore au récit de l'Espagne, terre d'accueil. Pire, ce modèle de passage express transformait le pays en véritable passoire de l'espace Schengen. Ils arrivaient, obtenaient des papiers temporaires grâce à la législation ibérique souple, puis disparaissaient, direction nord. Et au final, l'Espagne héritait de la facture, hébergement, soins, administration, sans la moindre retombée démographique ni économique. Un deal perdant-perdant. Monsieur le Président, la voix de Maria Jesús Montero, vice-présidente du gouvernement, fendit le silence pesant de la réunion de crise comme une alarme qu'on n'ose plus ignorer. L'Espagne est en train de couler seule, il nous faut d'urgence un sursaut solidaire à l'échelle européenne. La France verrouille ses postes frontières, l'Allemagne réduit ses admissions, l'Italie renvoie les embarcations. Pendant ce temps, c'est nous qui ramassons tout. Et les chiffres lui donnaient cruellement raison, rien que pour l'année 2025, la facture migratoire espagnole avait grimpé à 4,2 milliards d'euros, l'équivalent de 0,3% du PIB. Une hémorragie budgétaire, à tel point que certaines régions autonomes au bord de la rupture menaçaient de faire sécession administrative si aucune solution concrète n'émergeait rapidement. La crise n'était plus seulement humanitaire ou économique, elle devenait institutionnelle, explosive. Au cœur de cette crise migratoire déjà explosive, une injustice en particulier faisait grincer des dents à Madrid. Et pas n'importe laquelle, une injustice gravée noir sur blanc dans le marbre des accords de Dublin. En théorie, tout migrant arrivant en Europe est censé déposer sa demande d'asile dans le premier pays qu'il atteint. En clair, l'Espagne, simple point d'entrée géographique, se retrouvait légalement coincée avec la gestion de flux qu'elle n'avait ni provoqué ni les moyens d'absorber. Mais voilà le hic, dans les faits, ces migrants n'avaient aucune envie de rester en terre ibérique. Leur horizon s'appelait Paris-Berlin ou Stockholm, là où les dispositifs d'accueil sont plus robustes, l'intégration plus probable et l'avenir un peu moins flou. Sauf qu'en septembre 2025, Paris a dit stop. Sous la pression d'une opinion publique française en ébullition et d'un pays secoué par des manifestations massives, Sébastien Lecornu a dégainé la solution radicale rideau, fermeture totale de la frontière pyrénéenne aux migrants sans papier, brutale et parfaitement assumée. On sert de soupape migratoire aux Français, s'emportait José Luis Abalos, ministre espagnol de l'Intérieur rouge de colère. Ils laissent passer les flux vers chez nous, puis verrouillent la frontière et nous laissent gérer le chaos. C'est du pur égoïsme maquillé en stratégie. Et le pire, c'est que ce plan, hypocrite à souhait, foulait allègrement l'idéal de solidarité entre États membres. Car pendant que Paris donnait des leçons de vertu à Bruxelles, elle profitait tranquillement de sa géographie avantageuse des montagnes. Au sud, un mur naturel à l'est. Pyrénées et Alpes
faisait le sale boulot à sa place. Résultat, la France pouvait bomber le torse en jouant la carte du bon élève européen pendant que ses voisins du Sud écopaient seuls d'une pression migratoire qu'elle refusait d'assumer. Habile, cynique et parfaitement assumée. Ce qui rendait la stratégie française encore plus insupportable, c'était le contraste entre le discours et les actes. Officiellement, Paris jurait qu'il s'agissait de renforcer la lutte antiterroriste. En réalité, depuis septembre 2025, la France avait réinstallé presque en catimini des contrôles systématiques à ses points d'entrée clés, Hendaye, Cerbère, le Perthus. Objectif réel, bloquer net tout migrant sans papier cherchant à traverser les Pyrénées. Et l'efficacité de cette politique ne faisait aucun doute, même si Madrid s'empressait de cacher les chiffres, car les statistiques parlaient d'elles-mêmes en 2024, avant que le programme Vigile ne soit déployé. 140 000 migrants avaient réussi à remonter d'Espagne vers la France. Un an plus tard, moins de 8 000, une chute libre. Résultat, plus de 130 000 personnes coincées de l'autre côté, piégées en territoire espagnol sans intention d'y rester mais sans moyen d'en sortir. Une forme de rétention silencieuse imposée par un voisin. Ce qui rendait la posture française encore plus indécente, c'était son confort géographique, combiné à une santé économique bien meilleure que celle de ses voisins du Sud. Sur le papier, tout indiquait que Paris était bien mieux armé que Madrid pour faire face à l'afflux migratoire. Mais au lieu d'assumer sa part le corps nu, pressé par la grogne sociale en France, et des sondages en chute libre, a préféré la solution la plus simple, refiler le fardeau aux Espagnols. Les chiffres ne laissaient pourtant aucune place au doute. Un coup d'œil aux données économiques suffisait à révéler l'injustice flagrante avec un PIB par habitant de 48 250 €. La France écrasait les 29 600 € de l'Espagne. Même constat côté chômage, 7,2% pour les Français contre 12,1% chez les Ibériques. Autrement dit, l'Hexagone avait objectivement plus de moyens, plus de postes disponibles et plus de chances d'intégrer correctement les nouveaux arrivants. Et ce n'était pas qu'une intuition, l'OCDE le confirmait noir sur blanc. D'après leur étude, 77% des migrants vivant en France depuis 5 ans avaient trouvé un emploi stable. En Espagne, à peine 40%. Alors non, le refus français n'était pas dicté par la logistique ou les capacités d'accueil. C'était purement politique. Un choix électoral camouflé en nécessité administrative. Et comme souvent, les chiffres racontaient bien mieux la vérité que les discours. En France, malgré les tensions sociales parfois explosives dans certaines banlieues, le processus d'intégration repose sur une mécanique bien huilée forgée au fil des décennies. L'administration, les écoles, les services sociaux, tout un écosystème institutionnel rodé pour accueillir les nouveaux venus et leur offrir une chance d'insertion réelle. C'est imparfait, certes, mais ça fonctionne. De l'autre côté des Pyrénées, c'est une toute autre histoire. L'Espagne, frappée de plein fouet par une immigration massive encore récente, avance à tâtons. Le pays se heurte brutalement aux réalités d'un phénomène qu'il n'a pas anticipé et pour lequel il ne dispose ni des infrastructures ni des ressources adaptées. Cette différence se lit noir sur blanc dans les budgets. La France investit chaque année 340 € par habitant dans les dispositifs d'intégration. L'Espagne. Une enveloppe bien plus maigre encore, non précisée ici, mais suffisante pour expliquer pourquoi tant de migrants ne font qu'y transiter sans vouloir s'y établir. En somme, une différence de préparation et d'ambition. Début novembre 2025, la crise franchit un seuil critique. En une seule semaine, la France renvoya sans ménagement 3400 migrants vers l'Espagne, s'abritant derrière une interprétation rigide des accords de Schengen. Dans les faits, c'était une fermeture quasi totale des frontières. Les gares, les aéroports, les axes majeurs, tout était quadrillé par la police. Officiellement, il s'agissait de faire respecter les règles. En réalité, c'était un mur diplomatique qui venait de se dresser entre Paris et Madrid. Pedro Sánchez, furieux, ne mâcha pas ses mots lors d'une conférence de presse tonitruante tenue à Madrid. Ce que fait la France est inacceptable. Elle trahit l'idéal européen en nous refilant sous couvert de l'égalité, une responsabilité qui devrait incomber à tous. Et le chef du gouvernement espagnol d'annoncer droit dans ses bottes que l'affaire serait portée devant Bruxelles avec demande formelle de sanctions contre l'État français. Le ton était donné, le conflit venait de passer à l'étage supérieur.
La sortie musclée de Pedro Sánchez menaçant de traîner la France devant la Commission européenne n'est pas passée inaperçue à Paris. À l'Élysée comme à Matignon, l'irritation était palpable. Dans les couloirs du pouvoir, certains parlaient carrément de chantage ibérique et d'un discours victimaire cousu main. Pour Lecornu et son entourage, Madrid jouait une carte bien connue, celle du faible, qui accuse les forts pour détourner l'attention de ses propres échecs. Et dans le contexte social explosif que traversait la France à ce moment-là, grève, tension, colère populaire, inutile de préciser que Paris n'était pas disposé à se faire dicter sa politique migratoire par ses voisins du Sud. Hors de question de laisser Bruxelles imposer un quelconque système de répartition forcée sous la pression madrilène. L'heure n'était pas à la soumission, mais à la résistance stratégique. Le décor était planté Bruxelles, 15 novembre 2025. Officiellement, les chefs d'État se réunissaient pour parler migration et solidarité européenne. Officieusement, tout le monde savait que le sommet allait se transformer en ring diplomatique avec Paris et Madrid en adversaires principaux. Une confrontation annoncée, attendue, redoutée. Pedro Sánchez débarqua dans la capitale belge, armé jusqu'aux dents, pas d'armes, mais d'arguments. Son équipe avait monté un dossier redoutablement précis, tableaux, chiffres, photos, témoignages, extraits d'accords européens annotés. Tout y était. Les refoulements illégaux prouvés, les entorses à Schengen documentées, le coût pour l'Espagne calculé au centime près. Le plan de jeu ne laissait aucun doute faire de la France l'élève indiscipliné de l'Europe, l'isoler diplomatiquement et l'obliger à accepter un mécanisme contraignant de répartition des migrants. Pour Sánchez, ce sommet n'était pas une discussion, c'était un procès. Et Paris était dans le box des accusés. L'Espagne ne venait pas les mains vides à Bruxelles. En coulisses, elle avait mobilisé l'élite de ses cerveaux juridiques et diplomatiques. Sous la direction de Teresa Ribera, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique, un commando d'experts fut réuni, juristes de la Complutense, économistes de Lee Business School, géopoliticiens du prestigieux Real Instituto Elcano. Une Dream Team madrilène avec une mission bien précise, bâtir une attaque en règle contre Paris version légale. Au centre de cette opération, un nom Miguel Salaman, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, il dirigeait la rédaction d'un rapport choc calibré pour frapper fort. Résultat, un pavé de 337 pages, bourré de preuves d'analyse et de références juridiques tranchantes. Son contenu, 47 cas parfaitement documentés de refoulements illégaux commis par les autorités françaises entre septembre et novembre 2025. Le tout en totale infraction avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. En bref, un missile juridique prêt à être lancé en plein sommet. Ce n'était peut-être pas la partie la plus spectaculaire du rapport Salaman, mais elle était redoutablement efficace, la démonstration économique. En analysant froidement les chiffres, les experts madrilènes avaient mis en lumière le coût silencieux du transfert migratoire opéré par la France. Chaque migrant refoulé à la frontière ne représentait pas seulement un défi humanitaire, mais aussi une facture bien réelle pour les finances publiques espagnoles. Le total, 47 millions d'euros par an, rien que pour gérer les dépenses liées à l'hébergement, aux soins médicaux et aux démarches administratives. À l'échelle du PIB espagnol, cela représentait 0,06%, un chiffre qui sur le papier peut sembler modeste, sauf qu'en réalité cela équivalait à tout le budget annuel de 3 universités publiques. Autrement dit, un prix payé en silence mais qui pesait lourd. Et lors du dernier briefing à Moncloa, Miguel Salaman ne mâchait pas ses mots. « Monsieur le Président, nous avons de quoi faire plier Paris devant n'importe quelle cour européenne. Les preuves sont là. Les infractions sont nettes. Ce dossier, c'est une bombe à retardement juridique. » Mais le coup le plus insidieux du dossier madrilène n'était ni juridique ni économique. Il était moral et surtout politique. L'équipe de Sánchez avait eu l'idée brillante et redoutablement efficace de jouer la carte de la contradiction. D'un côté, les grandes envolées lyriques d'Emmanuel Macron sur l'unité européenne, les valeurs humanistes, la solidarité sans frontières. De l'autre, la réalité terrain des contrôles frontaliers à la chaîne des refoulements automatisés, une frontière traitée comme un barrage filtrant. Deux narratifs en collision frontale.
En rassemblant méthodiquement chaque déclaration publique de Macron et Le Cornu, les stratèges espagnols avaient fabriqué une arme médiatique de précision, une sorte de miroir tendu à la France dans lequel Paris ne verrait plus un modèle de vertu mais le reflet saisissant de sa duplicité. Une munition politique imparable prête à exploser à Bruxelles. Mais Madrid ne comptait pas se battre uniquement dans les coulisses diplomatiques. C'est sur le terrain de l'opinion publique que les Espagnols voulaient frapper fort. Et pour cela, Pedro Sánchez avait rappelé son stratège le plus redoutable, Iván Redondo, ancien spin doctor de Moncloa Expert S, manipulation médiatique. Redondo orchestrait désormais une offensive d'image à l'échelle européenne, un blitz médiatique taillé pour faire vaciller Paris dans l'arène de la perception publique. L'Espagne, victime noble, la France, bourreau égoïste, voilà le récit que la machine Redondo allait diffuser partout sans relâche. Dans l'arsenal de cette campagne choc, on trouvait des vidéos déchirantes de migrants racontant leur expulsion brutale à la frontière française, des photos à couper le souffle montrant les dortoirs bondés et les files d'attente interminables dans les centres d'accueil des Canaries, des familles syriennes et afghanes, enfants en larmes à la main, coincés sur le sol espagnol malgré leur rêve d'Europe du Nord. Et dans la suite feutrée de l'hôtel Métropole, Sánchez ne mâchait pas ses mots devant ses conseillers. Ces Français adorent brandir le drapeau de la solidarité européenne, mais dès qu'il faut ouvrir leurs portes, ils la ferment à double tour. Il est temps de leur rappeler que l'Europe, ce n'est pas un club fermé, c'est un pacte solidaire. Ce que Pedro Sánchez ignorait, c'est qu'en coulisses, la France n'avait pas l'intention de se laisser acculer sans riposter. Bien au contraire. Depuis plusieurs semaines déjà, Matignon préparait soigneusement ses munitions. Et à l'Élysée, Le Cornu peaufinait sa réponse comme un stratège militaire chiffre, à l'appui graphique en couleurs et rapports économiques, calibré pour retourner chaque attaque espagnole contre son auteur. Sous le vernis diplomatique, Paris avait mis sur pied une véritable cellule de guerre de l'information. Son nom, Vérité Ibérique, tout un programme. Aux commandes de cette riposte silencieuse mais redoutable, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur avait convoqué les meilleurs cerveaux de la République pour démonter pièce par pièce le storytelling dramatique venu de Madrid. L'escouade comprenait 2 têtes d'affiche, François Gemène, ponte des migrations à Sciences Po, et Christophe Bertossi, maître d'œuvre des études sur la citoyenneté à l'IFRI. Leur mission. Une seule prouvait que l'Espagne n'était pas une victime, mais un acteur à la fois dépassé et parfois complice d'un chaos migratoire qu'elle avait contribué à alimenter. Le dossier concocté par les équipes françaises n'avait rien d'une improvisation. C'était un scalpel méthodique prêt à découper chaque accusation espagnole. Les collaborateurs de Le Cornu avaient fouillé dans les moindres recoins des budgets européens, tracé le parcours des fonds migratoires depuis Bruxelles jusqu'à Madrid et passé au crible les indicateurs d'intégration à l'échelle continentale. Résultat, un pavé de 88 pages précis comme une horloge suisse, alignant données comparaison anomalie et bombe diplomatique. Le coup de massue. Un tableau qui révélait que l'Espagne avait empoché depuis 2020 plus de 3 à 4 milliards d'euros de fonds européens estampillés, gestion migratoire. Mais selon un audit de la Cour des comptes française, moins de 4 migrants sur 10 auraient réellement bénéficié de cet argent. Le reste envolé dans des ronds-points, des bâtiments administratifs ou des rénovations urbaines. Bref, tout sauf dans l'accueil. Lors du briefing sous haute sécurité à Matignon, Christophe Bertossi n'a pas mâché ses mots. « Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est une stratégie. Madrid capte l'argent de l'Union puis le recycle à sa guise. C'est ni plus ni moins qu'un détournement à l'échelle européenne. » Et pour achever l'Espagne, l'équipe française a sorti un dernier joker, la comparaison budgétaire. Tandis que Paris consacrait une enveloppe annuelle conséquente par demandeur d'asile pour l'hébergement et l'insertion, l'Espagne, elle, rognait sur tout. Cette pingrerie institutionnelle expliquait en partie pourquoi les centres espagnols étaient à bout de souffle et pourquoi tant de migrants préféraient fuir vers le nord. Dans les méandres technocratiques du dossier français, un chapitre piquait tout particulièrement l'intégration, ou plutôt son absence flagrante côté espagnol. Les experts mandatés par Matignon avaient décortiqué chiffres à l'appui ce qu'ils appelaient « la grande béance ibérique ». Premier constat côté apprentissage de la langue, l'Espagne brillait par son vide sidéral.
Aucun programme national, aucun parcours structuré. Pendant ce temps-là, la France, elle injectait chaque année 340 millions d'euros pour former ces nouveaux arrivants aux Français. Et ce n'était pas qu'une ligne de budget, c'était un pilier de politique publique. Sur le plan de l'insertion professionnelle, même scénario. Tandis que l'Hexagone s'appuyait sur 147 centres spécialisés pour accompagner les demandeurs d'asile vers un emploi, l'Espagne se contentait d'un flou administratif et d'initiatives locales disparates. Et les conséquences n'étaient pas seulement théoriques, près de 3 migrants sur 4 foulaient le sol espagnol avec un seul objectif en tête, en partir au plus vite. Pourquoi? Parce que l'Espagne, incapable de proposer un avenir, se contentait d'être une salle d'attente inconfortable pour des espoirs déplacés. Résumé du rapport français. Madrid transforme ses migrants en voyageurs sans escale, faute de vision ou de volonté. Mais la vraie cartouche, celle que Lecornu gardait au chaud pour le moment décisif, venait tout droit d'un bureau discret de Bercy. Une enquête classée top secret orchestrée par la Direction générale des finances publiques creusait là où ça fait mal les comptes cachés de la politique migratoire espagnole. Aux manettes, un certain Bert discret mais redoutablement efficace qui avait passé au crible les bilans envoyés par Madrid à Bruxelles. Et la surprise, l'Espagne ne disait pas tout. Officiellement, le gouvernement espagnol clamait que l'accueil des migrants lui coûtait 2 milliards d'euros par an. En réalité, 7-8 milliards. Oui, presque le double. Comment ce tour de passe-passe était-il possible en rendant tout simplement invisibles certaines dépenses? Discrètement, on omettait d'inclure les frais juridiques, les coûts dus de santé publique, les charges sécuritaires, les dépenses scolaires. Bref, toute la partie immergée de l'iceberg. Une méthode digne d'un illusionniste comptable, objectif de cette manipulation. Se présenter comme la victime héroïque de l'Europe surchargée et abandonnée, alors qu'en coulisses, Madrid arrangeait ses chiffres pour tirer la sonnette d'alarme, sans trop montrer ses cartes. Le 15 novembre 2025, à exactement 16h15, dans l'ambiance feutrée mais tendue de la salle du Conseil européen, Pedro Sánchez fit son entrée. Costume sombre impeccable, regard sombrement perçant, posture droite comme un sermon dominical. Tout en lui respirait la gravité des grands moments et le goût pour les leçons de morale bien ciselées. Ce jour-là, il incarnait jusqu'à la caricature le chef d'État progressiste, prêt à se dresser contre les dérives de ses homologues égoïstes avec la force du verbe comme seule arme. Prenant la parole avec cette précision millimétrée qu'on lui connaît, il lança dans un silence presque cérémoniel. « Mesdames, messieurs, chefs d'État et de gouvernement », déclama-t-il d'une voix posée et assurée, « si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour tirer la sonnette d'alarme face à un dérapage dangereux qui menace les piliers mêmes sur lesquels repose notre Union européenne. » Sur la scène bruxelloise, Pedro Sánchez livrait une performance taillée sur mesure pour séduire ses homologues européens. Entre envolées lyriques sur les valeurs communes et déballage de chiffres alarmants sortis tout droit d'un rapport de crise, le chef du gouvernement espagnol déroulait son argumentaire avec la précision d'un avocat en pleine plaidoirie. D'un ton grave soigneusement dosé, il lâcha. L'Espagne abrite aujourd'hui 340 000 demandeurs d'asile. Puis le tableau dramatique s'installa, les Canaries submergées, les infrastructures saturées, les finances au bord de l'asphyxie, et un peuple espagnol à bout de nerfs. Nos centres d'hébergement débordent, nos aides sociales explosent, nos concitoyens sont épuisés, et pendant ce temps que fait l'Europe, elle détourne le regard et nous laisse couler en silence. Le message était limpide, l'Espagne endosse le rôle de bouclier migratoire pour toute l'Union, sans reconnaissance ni soutien. Le ton était accusateur mais calibré, la mise en scène parfaite. La mise en scène était claire comme de l'eau de roche, l'Espagne, martyr incompris d'une Europe aveugle et sourde. Sánchez n'était pas venu à Bruxelles pour discuter, mais pour secouer les consciences, ou du moins faire semblant. Il savait exactement où appuyer pour piquer les autres capitales au vif. Et Paris, évidemment, était la cible numéro 1. Mais au lieu de s'arrêter à la complainte, le chef du gouvernement espagnol sortit l'artillerie lourde du moralisme offensif. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas le silence des autres, c'est la duplicité française. Fixant Lecornu droit dans les yeux, il enchaîna sans trembler.
La France aime se présenter comme la grande défenseuse des droits humains, mais dans les faits, elle cadenasse ses frontières. Elle nous laisse gérer l'arrivée des migrants, puis refuse de les reprendre quand ils veulent traverser les Pyrénées. Un message calibré pour provoquer un malaise dans la salle et une manchette dans les journaux du lendemain. Ce n'était pas une simple pique, c'était une véritable provocation. En visant frontalement Paris, Sanchez cherchait clairement à allumer un feu diplomatique. Il pensait peut-être prendre l'écornu de vitesse. Mauvais calcul. Montant encore d'un cran dans la surenchère verbale, il lança « Ah, monsieur Lecornu parle de sécurité nationale. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas de la sécurité des frontières qu'il est question ici, mais de la survie politique de son exécutif. Ce sont les sondages français qui dictent sa politique migratoire. Sous-entendre que Paris troque les idéaux européens contre des points dans les baromètres d'opinion, voilà une attaque bien huilée. Sauf que venant de Sanchez, dont la cote de popularité vacille comme un vieux lampadaire dans la tempête, l'attaque avait un arrière-goût d'hypocrisie monumentale. Et pourtant, le président espagnol continua à appuyer là où ça fait mal. Paris n'était pas au bout de ses surprises. Et là, en pleine scène européenne, Pedro Sanchez sortit son grand numéro. D'un ton qui se voulait à la fois indigné et prophétique, il lança « Ce que fait la France, c'est ni plus ni moins du dumping migratoire. Elle profite de sa géographie avantageuse pour se débarrasser du problème et le balancer à ses voisins du Sud. C'est de l'égoïsme pur maquillé en vertu, une trahison de l'idée même d'Europe. » Puis comme dans une tirade de fin d'acte, il brandit un choix binaire à l'ensemble du Conseil européen. Le regard grave, la voix vibrante. « Mesdames et messieurs, l'heure est venue de trancher. Allons-nous défendre une Europe solidaire, responsable et humaine? Ou céderons-nous aux réflexes égoïstes et à la lâcheté politique? L'Espagne attend que la France assume sa part, ni plus ni moins. Et croyez-moi, l'histoire retiendra ceux qui auront défendu les valeurs et ceux qui les auront vendus pour quelques points dans les sondages. » Rideau, applaudissements. Pas sûr, l'ovation fut immédiate, presque chorale, venant en majorité des capitales du Sud, qui se reconnaissaient pleinement dans la complainte madrilène. À cet instant précis, l'Assemblée européenne semblait chavirer du côté espagnol comme emportée par le souffle dramatique de Sanchez. Mais alors que la clameur se dissipait à peine, un silence calculé s'installa. Sébastien Lecornu, impassible, leva la main. Il demanda la parole avec cette retenue toute hexagonale, cette gravité contenue, qu'on attribue au grand commis de la République. D'un pas mesuré, presque cérémonial, il se leva, remonta la salle du Conseil, comme on remonterait une scène d'opéra. Arrivé face à Sanchez, il le fixa longuement sans ciller, avant de lâcher d'une voix calme, mais tranchante comme un scalpel « Puisque vous appelez à la vérité, parlons-en. » Et dans ce moment suspendu, chacun comprit que la contre-offensive française allait débuter, et qu'elle ferait mal. Et « Monsieur Sanchez !» lança Lecornu d'un ton calme mais aiguisé comme une lame neuve. « Merci infiniment pour cette brillante démonstration de ce que votre diplomatie est devenue un savant cocktail d'apitoiement stratégique et de fuite totale de responsabilité. » Le coup était frontal, sans détour. Pris de court par la virulence inhabituelle du français Sanchez, se redressa les sourcils froncés surpris. Mais Lecornu ne s'arrêta pas là. Il tira un épais dossier de sa sacoche, l'ouvrit avec la lenteur d'un prestidigitateur dévoilant son tour final. « Vous évoquez la solidarité européenne avec une ferveur admirable, » reprit-il. « Laissez-moi rafraîchir votre mémoire sélective. En 2024, l'Espagne clamait avoir déboursé 4,2 milliards d'euros pour l'accueil des migrants. La France, 18 milliards, l'Allemagne, 25,3. Alors qui se défile vraiment, Monsieur le Président? L'effet fut immédiat. Les chiffres claqués par Lecornu dans l'hémicycle tombèrent comme une pluie glacée sur une assemblée pourtant chauffée à blanc par le discours de Sanchez. Ce dernier tenta maladroitement de reprendre la parole. « Monsieur le Premier ministre, vous oubliez de prendre en compte… » Mais Lecornu le coupa net d'un ton sec comme un couperet. « Je prends tout en compte, Monsieur Sanchez, même votre duplicité. » Puis sans perdre une seconde, il enchaîna démontant les accusations point par point avec la précision d'un chirurgien en colère. « Vous nous reprochez de verrouiller nos frontières fort bien. Alors mettons les faits sur la table. Proportionnellement à sa population,
La France accueille 0,9% de demandeurs d'asile. L'Espagne, 0,7%. Et pourtant, c'est vous qui criez à la surcharge humanitaire, qui se donne bonne conscience en jouant la victime et qui agit réellement. Chaque phrase de Lecornu tombait comme un verdict. Et plus il avançait, plus le vernis du discours espagnol se craquelait. Ce que l'Assemblée croyait savoir s'effondrait, remplacé par une réalité soigneusement camouflée par la communication madrilène. Mais venons-en au summum de votre duplicité, lança-t-il en retenant visiblement une colère froide. Vous accusez la France de ne pas accueillir les migrants venus d'Espagne. Très bien. Et vous, que faites-vous exactement ? En 2024, combien de demandeurs d'asile avez-vous envoyé vers vos voisins européens ? Aucun. 0. Nada. Vous réclamez l'entraide tout en gardant les deux bras croisés. La salle se figea. Cette statistique balancée sans détour fit vaciller la posture morale espagnole. Dans les rangs des délégations, certains ambassadeurs se lançaient des regards aussi lourds que le silence qui venait de tomber. Et puisque vous brandissez si fièrement l'étendard des valeurs européennes, enchaîna Lecornu le regard planté dans celui de Sanchez, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur un principe fondamental que vous semblez avoir rangé au placard. L'Union européenne n'est pas un refuge pour irresponsables, ni une machine à subventionner les laxismes nationaux. C'est une alliance fondée sur le devoir partagé. Et ce devoir commence là où s'arrêtent les excuses à vos frontières. L'attaque était frontale sans filet. Remettre en cause la capacité de l'Espagne à tenir sa propre frontière au cœur d'un sommet européen relevait d'une audace calculée. Lecornu ne reculait pas, il prenait l'argument de la solidarité et le retournait comme une arme à double tranchant pointée droit sur Madrid. Sanchez Blême tenta de sauver ce qui pouvait l'être. La France ne saisit pas l'ampleur de notre fardeau migratoire. Mais Lecornu lui coupa la parole sans même hausser le ton. « Détrompez-vous, monsieur le Président. On comprend très bien. Assez bien, en fait, pour voir que balancer ses propres problèmes chez les autres n'a jamais été une solution durable. » Le silence qui tomba alors fut glacial. Dans cette salle d'ordinaire feutrée, l'accusation claqua comme une gifle diplomatique. Jamais un représentant d'un État membre n'avait pointé si crûment la stratégie migratoire d'un autre pays devant toute l'Europe. Et pourtant, Lecornu n'avait pas encore dégainé sa réplique la plus mordante. « Vous nous reprochez, monsieur Sanchez, de ne pas accueillir assez de migrants. Soit. Voyons cela ensemble. Permettez-moi de partager une donnée simple, » lança Lecornu la voix parfaitement posée. 73% des migrants qui posent le pied sur le sol espagnol n'ont qu'une idée en tête partir, vers la France, l'Allemagne ou n'importe quel pays qui leur offre une chance réelle d'intégration. Alors voulez-vous vraiment qu'on parle de la réussite de votre modèle espagnol ? Un murmure parcourut la salle, mais le ministre français n'en avait pas fini. Il resserra la mâchoire et conclut d'un ton glacial, presque professoral. L'Espagne ne peut pas jouer sur deux tableaux, réclamer le droit souverain de gérer seule ses frontières, tout en exigeant que les autres paient le prix de ses erreurs. L'ère où l'Europe finançait l'amateurisme ibérique est terminée, définitivement. Le choc fut instantané. Sanchez Blême se leva brusquement et quitta la salle, talonné par plusieurs membres de sa délégation. Dans l'hémicycle, on aurait pu entendre une mouche voler. Jamais depuis la création de l'Union européenne, un chef d'État n'avait osé accuser un autre pays d'incompétence migratoire et encore moins d'extorsion diplomatique. L'écho de cette phrase allait secouer Bruxelles pendant des semaines. En Espagne, c'était une déflagration politique et médiatique. Les chaînes d'information tournaient en boucle. La France humilie Madrid. Le mépris de Paris envers l'Espagne. L'arrogance française atteint un nouveau sommet. Les unes rivalisaient d'indignation patriotique. Dès le lendemain, le gouvernement espagnol convoquait en urgence l'ambassadeur de France à Madrid. Objectif, exiger des explications, comprendre, sauver la face. Mais pendant que la péninsule s'enflammait, le reste de l'Europe applaudissait. À Rome, Athènes et Lisbonne, plusieurs responsables politiques saluèrent ouvertement le courage d'un pays qui ose enfin dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant européen venait de briser le tabou du pauvre Sud incompris. Et du côté nord du continent, les réactions plus feutrées n'en étaient pas moins éloquentes. À Berlin comme à La Haye,
Certains ministres glissèrent discrètement sous couvert d'anonymat. Il était temps que quelqu'un rappelle à l'Espagne que la solidarité ne consiste pas à se plaindre. Un message passé sans tambour, mais reçu 5 sur 5. Mais le plus étonnant ne vint pas de Bruxelles ni même de Paris, il vint de Madrid. Car au milieu du tumulte médiatique et des cris d'indignation, quelques voix espagnoles commencèrent à s'élever contre l'Espagne elle-même. Des économistes, des professeurs, même d'anciens conseillers politiques, osèrent poser la question qui fâche, et si Lecornu n'avait pas totalement tort pour la première fois, la politique migratoire espagnole, jusque-là sanctuarisée, se voyait décortiquée publiquement. Le vernis de la vertu humaniste craquelait, laissant entrevoir une gestion improvisée, inefficace et souvent démagogique. Mais c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction de la Commission européenne qui fit le plus de bruit. Habituellement prompte à voler au secours des pays du sud, Bruxelles se mura dans un silence pesant. Pas de communiqué offensif, pas de condamnation de la France. Ursula von der Leyen, d'ordinaire si prompte à distribuer les sermons diplomatiques, se contenta d'une phrase aseptisée appelant à un dialogue constructif entre partenaires européens. Et dans le langage feutré des institutions, ce mutisme en disait long. Pour beaucoup, c'était une reconnaissance implicite. Paris avait osé dire tout haut ce que Bruxelles pensait tout bas. Le système migratoire européen était devenu un parapluie pour les laxistes et un fardeau pour les disciplinés. 6 mois plus tard, le souffle de cette confrontation résonnait encore dans les couloirs de Bruxelles comme un écho de rupture. Les relations entre Paris et Madrid s'étaient glacées, au point qu'on parlait désormais de guerre diplomatique froide. Mais paradoxalement, cette tension fit émerger un effet inattendu. La France, longtemps accusée d'arrogance, gagna une crédibilité nouvelle auprès de ses partenaires européens, surtout ceux qui, depuis des années, en avaient assez des sermons moralisateurs venus d'Espagne. Surtout, cette crise marqua un tournant idéologique. L'Europe, jusque-là enivrée de bons sentiments et d'idéalisme migratoire, ouvrit enfin les yeux. Les slogans humanistes cédaient la place à une lucidité politique assumée, accueillir sans limite, c'était condamner la solidarité elle-même. Cette bascule, baptisée par la presse la Révolution française de la migration, prit corps au Conseil européen de mars suivant. Et l'a fait historique pour la première fois depuis la création de l'Union. Les 27 États membres votèrent l'instauration d'un mécanisme obligatoire de contrôle des frontières extérieures, avec cerise sur le gâteau des sanctions financières contre les pays laxistes. Le message était clair, fini le temps des leçons, bienvenue dans celui des responsabilités. Ce que les analystes appellent désormais les faits, Lecornu bouleversa durablement la scène politique européenne. Comme le résuma Jean Aigle, directrice de l'Institut européen des migrations, depuis ce jour, plus aucun gouvernement ne peut se cacher derrière le mot « humanitaire » pour justifier sa désorganisation interne. L'époque des bons sentiments commodes venait de prendre fin. En quelques mois, Lecornu passa du statut de Premier ministre français à celui de figure continentale. Dans toute l'Europe, il incarnait la rigueur, la responsabilité et le refus du chantage moral. Son discours du 15 novembre 2025 devint un cas d'école littéralement. Dans les universités et écoles d'administration, on l'étudiait comme un chef-d'œuvre de communication stratégique, un mélange d'audace politique, de données implacables et de sang-froid diplomatique. Et lorsqu'en décembre de la même année, il reçut le prix européen de la gouvernance, le symbole était clair. Le jury salua en lui l'homme qui a rendu la raison à la solidarité. Son intervention, disait-il, avait redonné à l'Europe son équilibre perdu, celui d'une union capable d'allier humanité et lucidité, deux vertus rarement compatibles, mais que Lecornu avait su réconcilier. L'histoire retiendra qu'en ce mois de novembre 2025, dans la salle feutrée du Conseil européen, un seul homme armé, non pas de slogan mais de chiffres, fit vaciller tout un récit politique. Ce jour-là, la vérité statistique triompha de la rhétorique compassionnelle. Un affrontement symbolique où la raison battit la démagogie et où la rigueur française mit fin à des années d'auto-victimisation ibérique. C'était plus qu'un débat, c'était un tournant historique. La victoire du réalisme sur l'idéologie du courage politique, sur le confort moral. Et pendant que l'Europe redessinait les lignes de sa politique migratoire,
Pedro Sanchez lui s'épuisait à réécrire l'histoire sur les plateaux madrilènes. Ces dénégations résonnaient comme les échos d'un passé déjà révolu. Car depuis Bruxelles d'une évidence s'était imposée, l'Espagne n'avait plus le choix. Sous la pression collective, elle dut accepter le nouveau mécanisme européen, celui qui imposait enfin un contrôle effectif des frontières et une répartition équitable des coûts migratoires. La page du laxisme humanitaire venait d'être tournée, et l'Europe, pour la première fois depuis longtemps, semblait avoir grandi. La leçon française avait fait école. Des mois plus tard, le Cornu dirigeait encore la France avec cette assurance calme, presque stoïque, qui avait captivé tout un continent lors de ce fameux sommet. Il n'avait ni changé de ton, ni cédé au vent contraire. Sa force résidait dans cette constance rare qui transforme la fermeté en respect. Car il avait saisi une vérité que bien peu de dirigeants osent affronter, surtout à Bruxelles, dans le grand théâtre politique européen. Celui qui ose dire les choses telles qu'elles sont finit toujours par triompher de ceux qui préfèrent les dissimuler derrière des discours creux. Et ce jour-là, l'Europe entière en avait été témoin.